Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Vous avez suivi le week-end dernier la décision qui avait été prise par le ministre du Commerce extérieur interdisant l'importation vers de la Zambie de certains produits, notamment quelques boissons gazeuses. Le gouvernement zambien, en réaction, avait décidé de fermer unilatéralement la frontière entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie. Et très rapidement, la question a été prise en charge le week-end et le ministre qui nous fait l'honneur de revenir au briefing ce soir, cette fois-ci non plus comme ministre de l'Industrie il y a quelques mois, mais plutôt comme ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia s'était rendu à Lubumbashi où son homologue zambien a fait les déplacements pour discuter. L'idée principale derrière la décision du ministre du Commerce extérieur était la nécessité de protéger la production locale. Parce qu'il s'observait un effet de dumping, il aura lui-même l'occasion de pouvoir l'expliquer. Nous pourrons aussi aborder peut-être rapidement, même si ce n'est pas vraiment le point à l'ordre du jour du briefing de ce soir, Monsieur le ministre, c'est que vous avez obtenu la tenue en République démocratique du Congo l'année prochaine du forum de l'AGOA. L'AGOA qui est une initiative du gouvernement américain qui permet à certains produits, en tout cas aux pays africains, d'avoir accès au marché américain. Vous pourrez nous dire davantage et revenir un peu sur les grandes lignes de votre travail au sein du ministère du Commerce extérieur. Bonsoir Monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Et bon retour entre guillemets sur ces tribunes du briefing où nous avons régulièrement eu l'occasion de changer avec vous, avec les professionnels des médias, sur des sujets d'actualité. Ce soir, nous voulons que vous puissiez nous édifier sur les motivations de votre décision qui s'en était suivie de la réaction zambienne et qui a quand même suscité des réactions au niveau de certains compatriotes dans la province, dans l'ex-province du Katanga, parce que dépendant de produits qui viennent de ce côté-là. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup, chers collègues. Mesdames et messieurs de la presse, le sujet est très abondant, je ne sais pas par où je vais commencer. Il est vrai que la RDC, par son gouvernement, a pris des mesures de protection de la production locale, tout simplement parce qu'il y avait des pratiques qui étaient illicites en train d'être faites par des pays voisins. Lorsque vous regardez la carte de l'Afrique, en fait la RDC a 9 voisins. Mais lorsque vous regardez les voisins des voisins, ils sont au nombre de 12. Et donc dans le périmètre immédiat de la RDC, nous avons à peu près 21 pays qui ont l'ambition de commercer avec la République démocratique du Congo. Au-delà de ces 21 pays, il y en a d'autres qui sont un peu plus loin, qui eux aussi veulent commercer avec la RDC. En fait, le commerce international est régi par les accords de l'OMC, qui est l'Organisation mondiale du commerce, créée en 1995, et la RDC y a adhéré en 1997. C'est cet accord qui définit en fait les relations commerciales entre les États. Alors pourquoi l'accord a existé? C'est parce qu'il s'est observé des pratiques qui étaient en train de tuer soit le commerce, soit la production dans d'autres États. Voilà pourquoi on a voulu réglementer le commerce entre les États. Ça, c'est l'accord de l'OMC. Alors, cet accord définit, par exemple, la manière dont les marchandises peuvent entrer dans un autre pays, la manière dont un pays peut sauvegarder sa production lorsqu'il trouve qu'il est menacé. Et les cas que nous avons connus en RDC s'est appuyé sur 3 ou 4 pratiques. La première pratique observée dans le commerce international, c'est que tous les États voisins de la RDC, ils pratiquent ce qu'on appelle le transbordement des marchandises. Ça veut dire quoi? 1 ou 2 conteneurs quittent la Chine. Ces conteneurs arrivent au Kenya, ils arrivent en Ouganda, ils arrivent au Rwanda, il arrive en Tanzanie, il arrive à Lusaka, il arrive à Luanda. Ce conteneur a pour destination finale la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui arrive entre les pays là et certains complices congolais? Ils ouvrent les conteneurs sur le territoire étranger alors qu'il était destiné à la RDC. Quand ils l'ouvrent, ils font en sorte que maintenant ces marchandises atteignent la RDC bénéficiant du régime des transactions transfrontalières.
Ça fait que le pays de transit qui a ouvert les conteneurs, lui a gagné en recette parce qu'il a facturé ses conteneurs soit 10 000, 20 000, 30 000 $. Si c'est 1000 conteneurs de la RDC, il a 50 millions comme ça. Et les marchandises, lorsque maintenant ils vont quitter ces pays voisins, ils viennent soit par vélo, ils viennent soit par trottinette, ils viennent soit par petits véhicules bénéficiant du régime du commerce transfrontalier. Et vous allez voir à Kasumbalesa, à Goma, à Kasindi, des passages comme ça de vélos. Il y a des vélos qui peuvent transporter presque 1 tonne. Si c'est 10 vélos comme ça qui passent à l'heure de la frontière, ça va faire 1 ou 2 conteneurs qui passent inaperçus comme ça. D'autres ont utilisé par exemple les personnes vivant avec handicap. Vous les trouvez sous leur vélo avec des petites marchandises. S'ils sont 1000 par jour, c'est un conteneur qui est passé sans qu'on le sache. Alors qu'est-ce qui arrive? Le pays perd énormément de recettes comme ça, par la pratique de fractionnement des marchandises dans les pays de transit. Ce sont ces pays-là qui gagnent en recettes. Je vous donne l'exemple du Rwanda. Le Rwanda a ouvert un grand magasin qui peut recevoir des centaines et des centaines de conteneurs. Alors la pratique c'est quoi? Lorsqu'il importe de la Chine, de Dubaï, du Moyen-Orient, les marchandises arrivent dans cet entrepôt gigantesque, comme si c'était destiné au Rwanda. Alors que la population visée, c'est la population congolaise, parce que la population rwandaise c'est 11 millions d'habitants. Alors, lorsque ces marchandises arrivent là-bas, les pratiques commencent. Avec la complicité de ces opérateurs congolais, qu'est-ce qu'on fait? On commence à ramener petit à petit, petit à petit. Ça, c'est la première pratique. Deuxième pratique, ça s'appelle dumping. Le dumping est utilisé par les pays qui amènent dans d'autres pays leurs biens en les vendant presque moins cher que le prix qu'ils pratiquent est chez eux et le prix qui est pratiqué est dans les pays exportateurs. Je donne l'exemple. Vous avez une bouteille du sucré qui coûte l'équivalent de 2000 francs. Et c'est qu'en Angola ou à Lusaka ou je ne sais pas, en Ouganda, cette bouteille-là, pour venir prendre nos devises, il accepte qu'il soit vendu à 600 francs au Congo. Mais comme c'est une recette d'exportation, on ne va pas amener les francs en Ouganda, au Rwanda, en Angola ou à Lusaka. On va amener les dollars. Alors lui va permettre de perdre sur les prix du bien, mais gagner sur le rapatriement des devises. Et c'est ce qui fait que finalement, nous connaissons beaucoup de problèmes de fluctuations monétaires. Il y a une troisième pratique qu'on appelle la subvention de l'État. C'est-à-dire les États constatent que il y a un problème de production au niveau intérieur. Ils subventionnent l'agriculture par exemple pour baisser un peu le coût de production. Mais ils le font pour leur population. Mais comme ils ont en face un grand pays comme la RDC avec 100 millions d'habitants, malgré le fait d'avoir subventionné leur agriculture, ils permettent que ces biens subventionnés traversent les frontières pour aller tuer les marchés chez les autres. Voilà le contexte que nous vivons en RDC et qui a poussé le gouvernement congolais à se servir d'un instrument puissant qui est l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, à son article 6, qui prévoit ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Lorsqu'un État constate que sa production est menacée, il est en droit de prendre des mesures de sauvegarde pour protéger sa production. Et avec les pays voisins, nous avons signé des accords commerciaux. Comme nous parlons de la Zambie, nous avons signé un accord commercial en 2015 qui définit également à son article 7 et à son article 8 les mesures de sauvegarde que chaque État doit prendre lorsqu'il constate que sa production intérieure est menacée. Alors lorsque nous avons pris ces mesures vis-à-vis des boissons, vis-à-vis du ciment, vis-à-vis des clinkers, vis-à-vis des carreaux, eh bien la Zambie a constaté que nous mettons fin à la pratique qui consiste à venir prendre les devises ici chez nous pour fragiliser notre monnaie. Et c'est comme ça qu'en représailles, il a fermé la frontière au motif qu'il y avait de l'insécurité à Kasumbalesa. Alors tout de suite, nous nous sommes appelés au téléphone avec notre collègue de la Zambie pour dire mais nous avons un accord avec vous. L'accord stipule que
lorsqu'un État prend des mesures de sauvegarde, les pays signataires de l'accord doivent saisir, soit par écrit, soit diplomatiquement, l'État voisin pour protester contre la mesure prise. À ce moment-là, dans les 30 jours, on se retrouve et on organise un tête-à-tête pour que la partie qui a pris les mesures puisse expliquer. Et lorsque nous sommes retrouvés effectivement à la demande de la Zambie, à Lubumbashi, j'ai dit expliquer tout ce processus pour dire, mais pourquoi vous avez pris une mesure qui est disproportionnée? Parce que nous avons fait des restrictions de certains produits pour des raisons qui sont les nôtres. Si vous devriez réagir, la réciprocité devait exiger que vous aussi vous interdisiez un ou deux produits à entrer sur le territoire zambien. Tout à fait. Par exemple, comme nous avons interdit les bières et les boissons, il devait dire, si tel est le cas, votre timbre aussi n'entre pas ici. Mais lorsqu'il ferme la frontière, c'est-à-dire il interdit même les véhicules de transit. Or, l'accord de l'OMC interdit à tout pays au monde de pouvoir interdire les véhicules de passer sur son territoire, pour autant que ces véhicules ne transportent pas des armes ou des matières qui portent atteinte à la sécurité internationale. Et donc, lorsqu'on a fait observer cela à la Zambie, eh bien, elle a reconnu la précipitation avec laquelle elle a dû fermer sa frontière et immédiatement, elle a appelé les autorités, il a appelé les autorités à Lusaka pour que la frontière soit ouverte le matin du mardi à 6h45, la frontière était ouverte. Donc voilà comment nous avons pu décanter la situation. Entre-temps, comme nous avions déjà pris des mesures, il y avait des conteneurs qui, lorsque nous avions pris les arrêtés portant interdiction ou restriction, il y avait des conteneurs qui soit étaient sur l'océan, soit étaient sur la mer, soit étaient sur la route. Mais ils étaient tous au niveau des frontières. Voilà pourquoi nous avons accordé 30 jours à tous ces conteneurs-là, sous douane, de devoir passer sous un régime exceptionnel pour permettre qu'on ne puisse pas quand même, pour un conteneur qui a quitté la Chine ou qui a quitté, je ne sais pas, l'Australie, de refaire la route de la douane de Kasumbalesa ou de la douane de Kasindi ou de la douane de Lufu pour aller de nouveau en Australie ou en Chine. Et donc on a accordé 30 jours. Et pendant les 30 jours, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre en place une commission mixte qui va vérifier ce qu'on appelle les règles d'origine. Parce qu'en commerce international, lorsque vous signez un accord avec un pays, vous devez veiller sur les règles d'origine. C'est-à-dire les produits qui sont concernés par les échanges commerciaux sont les produits d'origine du pays signataire de l'accord. Si par exemple aujourd'hui nous demandons à la Zambie de nous prouver la nationalité économique des biens, il doit nous dire où est-ce que ces biens est produit. Sinon, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à un système où les produits arrivent dans un territoire voisin, on change l'origine des produits et on les fait traverser comme s'ils étaient originaires du produit dans lequel l'origine a été changée. Alors, les pays doivent débattre et se rassurer des règles d'origine, c'est-à-dire la nationalité économique du bien doit être définie entre les États pour que ces biens-là fassent l'objet des échanges commerciaux entre les signataires de l'accord. C'est un peu technique. Mais bon, de toute façon, mais quels ont été les critères qui ont milité au choix de produits qui ont été concernés par votre mesure? Oui, le choix est dicté d'abord par la possibilité pour les Congolais eux-mêmes de devoir produire ces biens. Parce que lorsque vous avez la Bralima, lorsque vous avez Bra Congo, lorsque vous avez Bra Simba, pour ceux qui ne le savent pas, après l'État, ce sont ces entreprises-là qui sont pourvoyeurs d'emplois. Alors, si nous acceptons que toutes les bières du monde viennent en RDC, eh bien, nous fermons la Bralima, nous fermons Bra Simba, nous fermons Bra Congo, avec les corollaires, c'est-à-dire avec tous les emplois que cela crée, avec les taxes que l'État prélève, et c'est donc la catastrophe. La mesure que nous prenons est souvent prise dans tous les États du monde. Lorsque vous voyez entre la France et l'Angleterre, il y a un problème de viande, eh bien, si vous mentionnez pas soit la France, soit par l'Angleterre, on interdit que la viande ne vienne tuer les marchés. Lorsque vous voyez les vins qui viennent de la France pour les États-Unis bloquent parce qu'ils estiment que si les vins français continuent à entrer en quantité, il va tuer eh bien, les entreprises américaines qui, elles aussi, produisent du vin. Donc, ce sont des pratiques. Alors, on a choisi les produits de grande consommation qui nous permettent effectivement d'amortir les chocs et d'essayer un peu de maintenir nos emplois et de créer des richesses au niveau de notre pays.
Voilà, Monsieur le Ministre, vous avez dit l'essentiel, mais dans la protection, parce qu'il y a quelques jours, nous étions avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui parlait des mesures concernant certains produits de première nécessité qui devraient être exonérés, bénéficier des avantages. Il y a une question, parce que nous parlons de protection de production locale, peut-être que vous pouvez embrayer sur le sujet. Quelle est la stratégie? Parce que vous sortez d'une réunion de la commission ECOFIR que vous avez convenu dans les cadres de cette commission pour s'assurer spécifiquement que pour le produit concerné par les mesures qui ont été arrêtées par les gouvernements, ceux qui le produisent localement seront protégés. Oui, exactement. En dehors de ces mesures de sauvegarde que le gouvernement a prises, il y a des mesures maintenant internes. On vient d'en discuter en commission ECOFIN, même si ce n'est pas ici les lieux parce que ça devrait encore être adopté à Conseil des ministres. Mais globalement, qu'est-ce qui est fait? Nous allons exonérer les produits d'importation pour permettre de baisser les prix, mais également un deuxième palier va concerner les producteurs locaux. Parce que si on exonère par exemple l'importation de la farine, et qu'on ne le fait pas autant pour les producteurs de la farine qui est en RDC, eh bien, le prix de la farine importée va être moins cher que le prix de la farine fabriquée en RDC. Tout à fait. Donc le gouvernement va aussi exonérer soit de la TVA et d'autres taxes pour défiscaliser en fait certains producteurs locaux qui sont dans les produits de grande consommation et de masse. Voilà une des mesures qui sera discutée le vendredi au Conseil des ministres pour qu'après adoption, la Première ministre puisse signer un décret qui à la fois porte exonération des produits importés pour baisser les prix, mais également exonérer les produits des Congolais pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché aussi bien local qu'international. Voilà, merci Monsieur le Ministre de vos éléments d'éclairage. On va prendre quelques questions. On va commencer par M. Pichou Bouloumba, puis ce sera Marlon Kachamou. Merci Monsieur le Ministre pour la parole. Monsieur le Ministre du Commerce extérieur, il apparaît à la lumière de vos explications que la République démocratique du Congo risque de rester longtemps piégée dans ces pratiques regrettables que vous avez déplorées, surtout en tenant compte de voisins et de voisins de ses voisins. Vous avez pris des mesures de sauvegarde qui semblent conjoncturelles à mon avis. Sinon, quelle est alors la vision à long terme pour la production locale en RDC et comment les mesures de protection peuvent-elles s'inscrire dans une perspective à long terme? J'ai une toute petite préoccupation, la dernière. En introduction, le ministre de la Communication a évoqué la Goa. Quelles sont les retombées de la mission que vous avez récemment effectuée aux États-Unis? Merci bien. Alors, la RDC piégée, les mesures conjoncturelles, effectivement, la conjoncture n'aurait pas aussi pas de mesures conjoncturelles, c'est tout à fait normal. Mais cela n'empêche pas de vous révéler que dans le programme du gouvernement qui a été adopté par l'Assemblée nationale, eh bien, il est prévu un écosystème infrastructurel pour soutenir la production locale. Parce que ce qui nous manque, effectivement, et ce qui fait que beaucoup d'opérateurs économiques ne s'investissent pas dans la production locale, c'est des questions infrastructurelles. Vous prenez Lubumbashi, et la zone de production du Katanga, ou de l'espace Katanga, normalement c'est les Hauts-Lomami. Mais il n'y a pas de route entre Lubumbashi et les Hauts-Lomami. Ça, c'est l'une des questions principales contenues dans notre programme du gouvernement. Lorsque vous voyez la route qui va jusqu'à Kalemi, cette route n'est pas faite. Or, lorsque cette route sera faite, de Hauts-Lomami à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kalemi, on peut ne plus dépendre de la frontière de la Zambie, tout simplement parce qu'on a le port de Kalemi qui peut nous permettre d'évacuer la marchandise jusqu'à Kigoma, et de Kigoma on est à Dar es Salaam. Troisième élément, c'est le projet de Lobito. C'est entre Lualaba et Lobito, je crois c'est des centaines de kilomètres. D'ailleurs, c'est une question qui est en train d'être ici au gouvernement pour le financement de ces segments-là, pour permettre en fait à la RDC d'avoir des voies d'évacuation autres que l'unique voie qui nous reste, qui est d'ailleurs longue de plus de 2000 km. Lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Dar es Salaam, c'est 2000 km. Tandis que lorsque vous quittez Lubumbashi jusqu'à Kolwezi, je crois que c'est 300 km, et de Kolwezi à Lobito, c'est quoi, je n'ai pas de chiffres, mais c'est moins de 500 km. Donc nous gagnons
si nous réhabilitons les tronçons qui vont de Lubumbashi à Lobito, que de continuer à dépendre du tronçon qui va effectivement de Lubumbashi à Dar es Salaam. Donc c'est ça la vision dont vous parlez à long terme que la RDC est en train de développer. Vous savez, ce qui est regrettable, quand vous êtes à l'Est, il y a un dicton swahili, fon, utilisé par des voisins. Tout ce que nous recevons là-bas, ils disent Fagili à Congo. Ça veut dire quoi? Fagia, ça veut dire balayer. Donc tout ce qui est ordure, tout ce qui n'est pas consommé dans ces pays voisins, on balaye ça, on ramène ça au Congo. Est-ce que devons-nous continuer à accepter ce genre de traitement comme État? Les autres États voisins pensent qu'ils doivent balayer les ordures et c'est les Congolais qui doivent aller les consommer. Je me rappelle, j'étais maire de Butembo en 2003, 2004 et 2006. J'ai interdit, même si je n'avais pas encore à ce moment-là le pouvoir, je savais que j'allais être ministre du Commerce extérieur 20 ans plus tard, j'ai interdit la consommation de têtes de poisson. Parce que simplement, j'avais amené ces têtes de poisson au niveau du laboratoire et on a découvert qu'elles étaient pleines de salmonella. Les salmonella, ils sont à l'origine de la fièvre typhoïde. Et il y avait la fièvre typhoïde dans la ville de Butembo. À tout moment, on ne sait pas comprendre comment les gens ont la fièvre typhoïde. Alors, lorsque j'ai eu les résultats de laboratoire, j'ai interdit la consommation, comme maire à l'époque. Ces têtes de poisson venaient de l'Ouganda. Et on les sortait des poubelles pour les amener pour la consommation congolaise. Donc vous voyez comment on traite les Congolais. Ce qu'on ne peut pas consommer dans les pays voisins, on dit Fagiri à Congo. C'est-à-dire, balayons ça, ramenons ça aux Congolais. Donc c'est pour vous dire que les mesures que nous prenons sont des mesures d'un État moderne. Parce qu'on ne peut pas continuer, même si nous devons faire des relations avec nos voisins, on ne peut pas continuer à être les dépotoirs, les déversoirs de tout ce qui ne peut pas être consommé dans les pays voisins. Si vous voyez tous ces pays voisins, ils ont même des produits sur lesquels ils écrivent for export only. C'est-à-dire uniquement pour l'exportation. On doit se poser la question, est-ce réellement parce qu'on nous aime qu'on veut nous amener ça en exportation ou parce que le contenu de ce produit est tout à fait autre? Donc c'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi for export only? Et ces produits-là, vous ne pouvez pas les voir dans ces États-là. C'est seulement destiné à l'exportation et principalement la RDC. Donc je crois que nous avons des choses à faire et c'est la raison pour laquelle nous militons pour la modernisation de l'OCC, qui est l'Office congolais de contrôle, dont nous devons moderniser les laboratoires. Parce que l'OCC, c'est lui qui a le pouvoir du contrôle de la qualité, de la quantité et de la conformité. Pour qu'on ne puisse pas ramener du n'importe quoi en RDC. Et dans ma feuille de route, j'ai annoncé que à la fin de mon passage à la tête de ce ministère, il faut que j'ai au moins construit 6 laboratoires ultra modernes accrédités au niveau international. Parce qu'on peut bien produire les produits, si vous permettez la tautologie, au Congo, mais si on n'a pas respecté les normes, eh bien ces produits ne seront pas consommés dans aucun continent. La raison pour laquelle l'OCC est très important dans la définition des politiques publiques destinées au commerce international. Alors, revenant sur l'AGOA, je ne sais pas si c'est le moment où on peut revenir à la fin. Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà. Alors, l'AGOA, comme mon collègue l'a si bien dit, c'est une politique américaine qui a été votée par le Parlement, disons, le Congrès américain en 2000, qui permettait que les pays de l'Afrique subsaharienne puissent exporter vers les États-Unis sans paiement de frais de douane. Alors, nous avons été admis à l'AGOA en 2003, on a été exclus en 2010 et on a été de nouveau réadmis en 2020 avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, maintenant, l'avantage d'appartenir à cet espace, ce n'est pas seulement de commercer avec les États-Unis. Les États-Unis voulaient pousser les pays africains à construire leur écosystème économique. Parce que quand on vous dit d'amener les produits vers les États-Unis, ça vous pousse à l'agriculture, à la transformation, pour vous permettre d'accéder au marché américain sans paiement de frais de douane. Malheureusement, beaucoup d'États africains n'ont pas saisi. Mais d'autres ont compris, l'Afrique du Sud a compris, les pays de l'Afrique de l'Ouest ont compris, et nous, le président de la République et la Première ministre, nous ont poussé maintenant pour dire, nous devons aller aussi rapidement accéder à ces marchés, parce que c'est nous qui sommes le potentiel le plus important en Afrique. Alors, nous sommes allés aux États-Unis avec un programme de dire, nous devons décrocher la participation, disons, l'organisation du Forum AGOA 2025 en RDC. C'était presque une équation difficile parce que d'abord réadmis en 2020,
il y avait des États qui avaient déjà organisé ça. Je vois le Sénégal, je vois la Côte d'Ivoire, je vois l'Afrique du Sud, je vois la Zambie, je vois l'île Maurice, je vois le Kenya, je vois l'Éthiopie. Et finalement, nous étions restés 4-6 candidats, le Rwanda, l'île Maurice, le Nigeria, la Zambie et le Bénin. Le Bénin et la Zambie se sont désistés, on est resté avec les 3. Et nous avons décliné notre argumentaire autour de 5 ou 6 points. Le premier, c'est que nous avons pris d'abord les zones géographiques pour démontrer à l'opinion que l'Afrique de l'Ouest avait déjà organisé 4 fois cet événement. L'Afrique australe avait déjà organisé 2 fois, à savoir la Zambie et l'Afrique du Sud. L'Afrique de l'Est avait déjà organisé 3 fois, à savoir l'île Maurice, le Kenya et l'Éthiopie. Et l'Afrique centrale n'avait organisé qu'une seule fois par le Gabon. Et donc, le premier argument était là pour dire, mais non, maintenant c'est de tout l'Afrique centrale pour que nous organisions. Et c'est là où les Rwandais se pointent pour dire, mais nous aussi on est l'Afrique centrale. Mais comment vous pensez que c'est vous seul? On est passé sur le deuxième argument, mais nous sommes francophones, vous êtes anglophones. Et les autres étaient seulement anglophones. Et les Rwandais disent, non, non, nous aussi on est... Toujours en train de... On est francophones et anglophones. Mais finalement, comme nous avions construit un réseau solide, nous sommes arrivés à développer aussi d'autres arguments liés à la lettre que la Première ministre avait écrite pour dire au département d'État et au gouvernement américain que la RDC prendra en charge l'organisation complète de ces forums. Troisième argument, c'était la capacité d'accueil de 1000 personnes minimum à Kinshasa. Nous avons démontré que nous avons des infrastructures nécessaires. Quatrième argument, c'était l'aéroport international qui accueille 11 compagnies. On a listé toutes les compagnies. Étant au centre de l'Afrique, il était possible que tous les pays africains convergent vers Kinshasa avec les 11 compagnies que nous avons. Et voilà autant d'arguments qui finalement ont amené le Nigeria à adhérer rapidement à la cause de la RDC. L'île Maurice a adhéré à la cause de la RDC et nous sommes restés à 2. Et finalement, les Rwandais ont compris que si on allait au vote, eh bien, la RDC avec sa grandeur et sa diplomatie allait l'emporter. Et nous l'avons l'emporté. Voilà. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. On va prendre la question de Monsieur Marlon Kacham. Monsieur le ministre, j'avais 2 questions, mais la première a été déjà posée par le ministre de la Communication et des Médias, un bon journaliste, je le signale. Alors, la deuxième question, je vous l'adresse. Je vous ai suivi religieusement quand vous avez entamé votre exposé. Vous avez dit, vous avez bien exposé. Alors, j'ai une question. Quand vous interdisez, vous, en tant que ministre du Commerce extérieur, l'importation de certains produits, je vous pose la question de savoir, êtes-vous rassuré aujourd'hui que la production locale est suffisante pour couvrir les besoins du marché local? C'est ça ma question. Oui, la réponse est simple. Il y a une évaluation que nous avons faite pour déterminer la quantité ou l'offre locale, en termes clairs, c'est comme ça qu'on l'appelle l'offre, c'est-à-dire la quantité de produits qui sont faites ici localement, la demande locale et puis l'offre extérieure. Et il s'est avéré que la capacité de l'offre intérieure, c'est-à-dire la production intérieure, est capable de satisfaire la demande. Et que là où il est difficile de satisfaire la demande, c'est à de quelques quotas près qu'on peut maintenant autoriser à entrer en RDC. Tous les pays du monde font ça. C'est-à-dire, si on dit, nous avons une capacité de consommer, je parle de l'espace Katanga et l'espace Kasaï, les besoins en farine de maïs c'est de 1 million de tonnes par an, on peut se dire, la production locale au Katanga est de 800 000 tonnes, il manque 200 000 tonnes pour arriver à satisfaire la demande. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il autorise l'importation de 200 000 tonnes. C'est comme ça qu'on régule en fait les importations. Donc pour tous les produits que nous avons en RDC, que nous avons interdits, nous avons trouvé que nous avons la capacité de production intérieure. Qu'il s'agisse des bières, qu'il s'agisse de la chaux, du ciment. Vous voyez, il y a 3 entreprises de cimenterie à Kimpese qui ont une capacité de 3 millions de tonnes de production de ciment par an. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit le milliardaire Nigeria Dangote qui vient construire une cimenterie à Brazzaville.
pas pour la population brassavilloise ou la population du Congo d'en face, mais parce qu'ils visent le marché. Et le plus souvent, on aime perdre sur la RDC, mais pourvu qu'on récupère les devises. Et qu'est-ce qui arrive? Si on vend un sac de ciment ici à 7 $, alors que celui de Kimpese est vendu à 8 $, la préférence normale, c'est qu'on va se ruer sur les sacs de 7 $. Tout à fait. Alors, si on se rue sur les sacs de 7 $, la conséquence, c'est quoi? C'est que tous les Congolais qui travaillent à Kimpese, à milliers, tous, ils perdent l'emploi. Alors, est-ce que le gouvernement doit-il accepter que, par les beaux yeux du milliardaire nigérien, on accepte qu'il fasse entrer ce ciment pour tuer l'entrepreneuriat local? Et c'est à cause de ça, effectivement, que la moyenne de vie des entreprises au Congo est située entre 2 et 3 ans. Donc quand un investisseur arrive, il a 3 ans pour fermer. Parce que tout simplement, il y a ce dumping, il y a cette concurrence déloyale qui lui est appliquée. Et dans la plupart des cas, les investisseurs quittent la RDC et vont s'installer dans les pays voisins. Maintenant, nous avons reçu la mission du président de la République pour dire nous devons mettre fin à ça. La RDC ne doit pas aller en commerce international comme observateur, il doit aller en commerce international comme acteur. C'est plus question de nous ramener ici des choses parce que nous en avons besoin alors que la production intérieure est capable de nous les fournir. Donc ce sont des règles qui sont bien édictées par l'OMC. Ce n'est pas une invention de Julien Paluku, ce n'est pas une invention du gouvernement. D'ailleurs, ça avait été adopté en Conseil des ministres. Et moi, comme ministre du Commerce extérieur, je ne fais que l'application de la décision du Conseil des ministres. Mais monsieur le ministre, il y a un éternel débat sur le sujet parce que les entreprises locales se plaignent qui n'évoluent pas dans des conditions qui sont particulièrement faciles face à la concurrence notamment entre guillemets étrangère mais locale. Mais lorsque nous décidons par exemple d'adhérer à l'ASDECAF, lorsque nous regardons que ce soit l'EAC, que ce soit la SADC et que nous devons aller jusqu'à briser nos barrières, mais comment par rapport à tout ce que nos entreprises connaissent comme difficulté, comment ils seront en mesure de répondre aux besoins locaux? Oui, la question a été répondue lorsque le premier intervenant nous a dit quelle est la vision à long terme. La vision à long terme, c'est vraiment de construire Lorsque j'étais au ministère de l'Industrie, j'avais développé ce qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation. Bien sûr, en fait, c'était pour essayer un peu de donner les schémas qui peut aider la RDC à intégrer le commerce international par la construction des infrastructures nécessaires. Vous savez, ces pratiques de dumping, de fractionnement des marchandises, de transbordement, nous font perdre chaque année 5 milliards de dollars. S'il vous plaît, ce n'est pas un chiffre que je vois comme ça. 5 milliards de dollars. Imaginez-vous si on récupère ces 5 milliards de dollars et qu'on les affecte aux infrastructures. Ça nous fait 5000 km de routes asphaltées. En 5 ans, ça nous fera 25 000 km de routes asphaltées. Et donc, or, le réseau routier de la RDC, le réseau prioritaire est de 58 000 km. Donc si en 5 ans on peut faire 25 000 km asphaltés, on aura fait l'interconnexion de toutes les provinces. Et maintenant, là, on peut passer à une autre étape de la construction des infrastructures énergétiques pour essayer un peu d'électrifier les espaces ruraux et permettre effectivement que la RDC se place en ordre utile comme partenaire à même de soutenir la production locale. Mais il n'y a pas que ces mesures que je viens de citer, il y a un problème avec notre système fiscal. Nous avons une ordonnance qui fixe la nomenclature des taxes et impôts. Et nous en avons discuté à la commission ECOFIN, on doit revoir cette ordonnance. Vous vous rappelez, monsieur le ministre, que dans les conseils passés, on a demandé qu'il soit révisé cette ordonnance qui fixe la nomenclature des impôts et taxes. Un opérateur économique commence son activité aujourd'hui, ça fait 50 personnes qui se présentent pour lui demander chacune sa taxe. Et finalement, la conséquence c'est que chacun fuit. Et donc nous avons compris, nous gouvernement, qu'il y a aussi une responsabilité du gouvernement de réviser son système fiscal pour l'adapter à l'évolution du monde de manière à rendre compétitifs nos opérateurs économiques locaux. Parce que si on ne le fait pas, eh bien des gens vont s'en aller. Je me rappelle dans la zone économique de Maluku, qui est sous régime spécial, hors du droit commun, il y a un agent qui est allé déposer là-bas une note de perception de 11 millions de dollars. Alors, l'investisseur est venu, il a investi 50 millions de dollars pour nous produire les carreaux et de faïence à Maluku, mais un agent de l'État lui amène une note de perception d'une taxe à payer de 11 millions de dollars.
Et finalement, il nous appelle et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons cru que la zone économique spéciale, c'est une zone qui est sous régime spécial avec des exonérations qui sont contenues dans une loi. Mais l'argent est venu d'où? Donc c'est pour vous montrer qu'il y a des pratiques aussi qui sont liées à nous, États, que nous devons bannir de la manière la plus forte parce qu'elles sont faites par nos agents qui se comportent autrement que la volonté du gouvernement. Merci. Voilà, on va prendre la prochaine question de Madame Pascaline Bayeux, puis ce sera Amédée Morabo. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Moi, j'ai une question. J'ai deux questions d'ailleurs. Vous avez parlé de mesures. Est-ce que moi, je veux savoir, est-ce qu'il existe des plans pour inciter les entreprises locales à investir dans la recherche et le développement grâce à ces mesures de protection? Et ma deuxième question est celle-ci. Comment le gouvernement compte-t-il soutenir ces entreprises locales pour qu'elles puissent exporter leurs produits tout en bénéficiant de ces mesures? Mais aussi, j'ai une petite préoccupation. Vous avez parlé de Olomami où il y a des problèmes de route. En vous entendant parler, vous avez dit qu'il y a toujours des pays qui doivent nous aider. Mais moi, je fais un tour à Olomami où il y a tellement de plantations de palmes, tout ça. Je me suis dit, en tant que journaliste, et je réfléchis, que si peut-être l'État congolais pouvait voir tout ce que nous avons comme richesse, on peut aussi, nous, Congolais, commencer à exporter aussi ailleurs. Par exemple, d'huile de palme vers l'Olomami, précisément à Cabinda. Et pourquoi pas qu'on puisse aussi parler de la RDC, qu'on puisse donner, que toujours tendre la main vers les autres. Merci bien madame. Je voudrais vous dire qu'au niveau de la promotion des exportations pour faciliter, soutenir les opérateurs économiques locaux, au commerce extérieur, il a été adopté ce qu'on appelle la stratégie nationale de promotion des exportations. C'est la SPED. Nous avons listé 62 produits prioritaires qui font en fait la beauté de la RDC et qui sont l'objet de l'échange avec le monde entier. Alors, avec les États-Unis, par exemple, nous avons listé 21 filières agricoles et 5 filières minières qui feront l'objet des échanges avec nous et les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement essaie d'inciter les opérateurs économiques à s'investir dans ces filières-là pour lesquelles les marchés sont trouvés, pour les pousser à gagner ces marchés. Les États-Unis, c'est un marché déjà gagné. Je vais me rendre en Chine, je crois, au mois de septembre pour signer un accord commercial avec la Chine. J'ai reçu à mon cabinet des opérateurs économiques qui sont venus me dire effectivement qu'ils ont besoin de 10 000 tonnes de piment. Les gens pensent que c'est peut-être, quand on parle du piment, ils disent mais le piment c'est pour faire quoi? Ils ont besoin de 10 000 tonnes de piment. J'en ai reçu d'autres quand j'étais à Changsha en Chine, ils m'ont demandé 50 000 tonnes de piment. Eh bien, ce sont des marchés que l'État cherche. Parce que l'État n'a pas vocation d'être commerçant, mais l'État crée le cadre pour faciliter le commerce de ses citoyens avec le monde. Et bientôt je vais me rendre à Londres pour que je négocie avec les Britanniques, parce qu'ils sont sortis de l'Union européenne avec le Brexit. Ils ont besoin de pays avec lesquels ils doivent commercer pour compenser ce qu'ils avaient dans le cadre de l'Union européenne. Alors l'État crée ce cadre-là pour chercher les marchés et inciter les opérateurs économiques à devoir gagner ces marchés. Si vous gagnez un marché de 10 000 tonnes de piment ou de 50 000 tonnes de piment, je vous informe que le bénéfice net par tonne de piment est de $2 000. Wow. Donc si vous gagnez un marché de 10 000 tonnes fois $2 000, ça fait 20 millions de dollars. Mais les gens s'embrouillent avec le cuivre et le cobalt dans le Katanga. Si vous êtes dans le cacao, parce que nous avons gagné les marchés américains, nous allons gagner les marchés chinois, la tonne de cacao à un moment donné est arrivée à $10 000, alors que la tonne de cuivre est à 8 000. Alors quelle est la préférence pour la population? Est-ce que c'est d'aller vers le cuivre ou aller vers le cacao? Alors donc c'est faute d'avoir des informations comme ça que les gens pensent qu'il ne faut aller au Katanga pour gagner sa vie. Alors qu'il y a des filières comme ça
que vous pouvez exploiter pour gagner votre vie. Et il y en a beaucoup d'exemples, nous pouvons les citer ici. Et je crois que nous avons fait cette émission aussi de manière pédagogique pour essayer un peu de passer le message à nos entrepreneurs locaux qu'il est possible de gagner les paris de la production. Je me suis adressé aux opérateurs économiques du Katanga pour dire comment peut-on accepter que la Zambie nous fasse comme ça chanter en fermant régulièrement les frontières à cause de 500 000 tonnes de farine de maïs. Or, aujourd'hui, il y a des méthodes qui nous permettent de produire entre 7 et 10 tonnes à l'hectare. Si nous accédons aux méthodes de production de 10 tonnes à l'hectare, ça veut dire que si nous produisons, si nous cultivons 100 000 hectares et que nous avons 10 tonnes par hectare, les 100 000 hectares suffisent pour avoir 1 million de tonnes de maïs qui suffisent comme demande annuelle de tout l'espace Katanga et de tout l'espace du Kasaï. Et donc c'est peut-être faute de ces informations que beaucoup de gens se rient dans les mines ou vont ailleurs, alors que quand on dit qu'il y a 1 million de demandes de tonnes de maïs dans le Katanga, si vous gagnez le marché de 1 million de tonnes, mais vous êtes millionnaire. Parce qu'une tonne c'est 400 $. Une tonne de maïs. Donc si vous gagnez 1 million de tonnes, vous êtes à 400 millions de $. Alors, quel est le commerce qui peut vous donner annuellement 400 millions de dollars que vous gagnez comme chiffre d'affaires? Donc c'est des éléments comme ça que nous avons partagé avec les opérateurs économiques du Katanga pour leur dire, mais désormais, donnez-nous les mémos qui donnent les éléments qui vous empêchent de vous investir dans l'agriculture. Quels sont les éléments qui vous empêchent? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les taxes, c'est les tracasseries, j'ai dit, donnez-nous les mémos et moi je vais porter ces mémos au niveau du gouvernement pour qu'on puisse enlever tous les obstacles que vous estimez vous empêcher d'exercer cette activité agricole et on vous laisse faire l'activité agricole. Parce qu'en fait, l'État ne doit pas gagner sur la taxation forte du secteur agricole. L'État gagne en permettant à l'agriculture d'être pourvoyeur d'emplois. Pour ceux qui ne le savent pas, 1 hectare cultivé donne 3 emplois. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, c'est la chanson de tous les jours. Donc si un jour on arrive à cultiver 80 millions d'hectares de terres arables, on a 240 millions d'emplois. C'est-à-dire, ça dépasse de loin la population congolaise. Donc on va même importer la main d'œuvre. Et les Belges avaient compris ça, c'est pourquoi ils avaient des plantations. Et il y en a dont les parents ne restaient pas à Kinshasa. Ils étaient des agronomes, ils étaient des directeurs de sociétés dans les plantations, les PLZ, vous vous rappelez. Donc notre gouvernement est en train de revenir aux fondamentaux. Absolument. Pour que l'agriculture soit la base de la relance économique de la République démocratique du Congo. De toute façon, sur ces sujets, le vice-premier ministre de l'économie avait présenté une note en conseil de ministres où il est revenu notamment sur ce qui concerne la production du maïs. Mais monsieur le ministre, il y a quand même une question qui mérite de vous être posée. Vous êtes ministre du Commerce extérieur. Pourquoi vous parlez de tout ça? C'est quoi un peu le rôle que vous jouez? Parce que c'est un département dont beaucoup ne comprennent pas toujours les lignes maîtresses. Bon, je ne sais pas si je dois parler des attributions du ministère du Commerce extérieur. En bref, le ministère du Commerce extérieur est un secteur d'appui au secteur productif. C'est-à-dire, il y a l'agriculture, il y a les infrastructures, il y a l'énergie. Le commerce extérieur, il vient en appui pour vous dire, monsieur de l'agriculture, moi qui fais le commerce international, votre marché se trouve telle part. C'est la Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est l'Inde, c'est 1,3 milliard d'habitants. C'est les États-Unis, c'est 330 millions d'habitants. C'est l'ensemble de l'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. Alors je vous dis, monsieur le ministre, si vous faites la promotion des avocats et qu'on exporte les avocats vers la Chine et qu'on estime que un Chinois consomme un avocat par an, ça fait 1,4 milliard d'avocats consommés en Chine. Mais si vous gagnez ce marché, même si on suppose que tous les Chinois ne mangent pas d'avocats, qu'on prenne la moitié alors, vous aurez au moins 500 millions d'avocats exportés vers la Chine. Si on dit, bon, l'Inde qui a 1,3 milliard n'a pas tel produit, mais il les recherche à travers le monde. Monsieur,
de l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, je me rabats aussi à celui de l'infrastructure. J'ai dit, attention, même si l'agriculture produit, si vous faites les routes, ça va permettre à celui-là d'évacuer les produits de là où ils sont produits vers les grands centres de consommation. Je me rabats sur celui des ressources hydrauliques. Pour dire, mais attention, ce qu'on recherche en Chine, ce n'est pas les produits bruts, il faut qu'ils subissent une légère transformation pour leur donner une valeur ajoutée. Je me rabats sur le ministre de l'électricité, ainsi de suite. Donc le ministère du Commerce, il est transversal, il vient en appui à tous les secteurs. Maintenant, vous dites, mais pourquoi je parle de tout ça? Parce que c'est ce ministère qui régule les importations et les exportations. Or, les importations sont de tous bords. Donc vous comprenez que c'est parmi les méga-ministères qui... Mais il était important, comme c'est la première fois que nous vous recevons dans le cadre de ces briefings, de revenir sur ces points fondamentaux qui permettent à ceux qui nous suivent de comprendre les missions qui sont des vôtres. On va commencer à atterrir. On va prendre les 3 dernières questions. Amédée Moirabou, Richard Chako, et on va terminer par Madame Rachel. Avancez s'il vous plaît, on va les prendre une fois pour toutes, comme ça, on va terminer. Allez-y, M. Amédée. Amédée Moirabou pour les comptes de Deskeco. Monsieur le ministre, au-delà de votre dynamisme, on sait que vous êtes un homme très pragmatique. Souvent sur les réseaux sociaux, les gens ils se partagent des images des postes frontaliers de la RDC, dont certains sont sous les arbres. Vous venez de dire tout à l'heure que nous perdons jusqu'à 5 milliards de dollars à cause d'un certain nombre de phénomènes, dont les transbordements. J'aimerais savoir quels sont les postes frontaliers qui sont viables actuellement en RDC et combien qui ne sont pas viables et pour lesquels, durant votre mandat à ce ministère, vous allez faire un effort pour que... Parce qu'un poste frontalier, ça permet d'accroître les recettes de l'État. Voilà, ça c'est la première question. La deuxième question, vous avez gagné l'organisation du forum AGOA Afrique en 2025. Bravo. Mais quand on regarde l'AGOA, par exemple, pour les pays africains, on sait que 5 pays se partagent 82% des produits qui sont exportés vers les États-Unis. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Lesotho, c'est le Kenya, voilà, ils sont 5, l'île Maurice, et voilà. Et tous ces pays, on voit que c'est des pays qui font de la diversification de l'économie. Or, c'est le point faible de notre pays. Comment, d'ici 2025, vous allez accompagner le PME congolaise pour que, avec la tenue de ce forum, il puisse être au diapason de pouvoir exporter vers les États-Unis. Voilà, Madame Rachel Kitita, allez-y, on va terminer par Monsieur Richard Chako. Merci beaucoup. Des petites questions, Monsieur le ministre du Commerce extérieur. Quand on interdit, par exemple, l'importation de certains produits, mais est-ce que vous êtes sûr de la qualité de ce qui est produit en République démocratique du Congo pour que finalement ça soit consommé aisément ici en interne? Mais aussi, comment réussir cette politique si dans le pays il se pose un problème d'infrastructure, par exemple? Le produit qui quitte Kinshasa peut arriver facilement à Kasumbalesa, à Likasi, à Kenge, etc. pour que toute la population puisse en bénéficier. Alors vous citez l'exemple par exemple de l'AGOA, des produits qui peuvent être vendus par exemple aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Par exemple des produits d'ici, de la RDC, qui peuvent être exportés et être vendus sous d'autres cieux aux États-Unis, en Europe par exemple. Okay. Merci, M. Richard Chako, pour finir. Merci beaucoup, M. le ministre. Je voudrais parler de la production de produits, mais cette fois-ci pas local, mais produits étrangers, mais qui sont fabriqués ici et commercialisés. Je crois que sous votre leadership, quand vous étiez ministre de l'Industrie, vous avez obtenu l'implantation des usines de Pepsi à la zone économique spéciale, à Maluku. L'usine a commencé déjà à commercialiser ses produits, mais s'est posé un problème dans l'opinion sur la qualité du produit qui est commercialisé. Vous êtes ministre du Commerce extérieur, vous contrôlez aussi la qualité des produits. Quelle est votre réaction par rapport à cette opinion qui parle de la contrefaçon? Ce n'est pas du Pepsi qui est fabriqué, mais c'est de la contrefaçon. Merci beaucoup.
Voilà. Et puis il y a une question qui m'a été adressée par le journaliste Chibinda qui demandait que vous avez construire 6 laboratoires pour l'OCC. Est-ce que vous pouvez garantir à ceux qui nous suivent que le produit sont bien contrôlés par l'OCC lorsqu'ils arrivent de l'extérieur? Voilà, Monsieur le ministre. Merci bien. Le premier intervenant, M. Amédée, a posé la question sur les postes frontaliers qui sont viables. Nous devons reconnaître que la RDC a encore un chemin très long à parcourir sur cette question. Parce que dans d'autres pays, on a construit ce qu'on appelle les postes à arrêt unique. C'est-à-dire, vous êtes sur un territoire, vous remplissez toutes les formalités et vous passez. Vous n'allez plus les remplir sur les territoires voisins. D'ailleurs, quand j'étais gouverneur du Nord Kivu, on avait piloté comme ça un projet, on a construit un poste à arrêt unique entre nous et les Rwandais. Ça fait que lorsque une marchandise quitte la RDC, lorsqu'elle est dédouanée dans la partie congolaise, il y a des agents du Rwanda qui sont là-bas. C'est un exemple que je donne. Ça fait que lorsque ça passe vers l'autre partie, ça ne subit plus un contrôle parce que ça a été contrôlé par les deux parties. Et on l'a fait, je crois, du côté du Sud Kivu aussi. Et c'est des pratiques comme ça qu'on va faire pour éviter que les phénomènes bilanga, par exemple à Rassoumbalé, lorsque vous voyez les images, ça fait pitié. Lorsque vous voyez les images des vélos qui transportent des dizaines et des dizaines de bouteilles, ça n'honore pas la République démocratique du Congo. Même si les gens disent non, ça donne quand même de la vie à nos populations, mais ça ne nous honore pas comme grand pays que le long de nos frontières, on va voir les vélos, on va voir les trottinettes, on va voir les ceci en train de faire passer des marchandises à longueur de journée. Donc, votre préoccupation est une contribution pour nous demander, nous, partis gouvernementaux, d'améliorer la capacité de nos infrastructures frontalières, notamment les postes à arrêt unique, qui sont en tout cas dans un état qui n'est pas très très bon. Donc, c'est une question à la charge du gouvernement. Je pense que le porte-parole sera avec moi d'accord que nous devons faire le plaidoyer. Alors, beaucoup de pays africains ils bénéficient beaucoup de l'AGOA. C'est pourquoi nous aussi, nous avons voulu organiser ce forum. Objectif, c'est de mobiliser le patronat congolais. Parce que souvent, le patronat congolais, quand j'ai commencé à attaquer le ministre de l'Industrie à l'époque, la question des zones économiques spéciales, en fait, j'ai senti au niveau des opérateurs économiques un doute. C'est-à-dire, on se disait, mais est-ce que vraiment il va réussir? Alors maintenant, aujourd'hui, qu'il y a déjà des productions dans la zone, j'ai ça maintenant une agitation pour dire, mais ces produits-là vont commencer à concurrencer la production locale. Mais on vous a demandé d'aller là-bas pour bénéficier d'un régime spécial. Vous avez douté de la faisabilité du projet. Maintenant que d'autres ont pris ça, eh bien, voilà qu'ils commencent à produire. Le problème, c'est la peur d'investir dans les chefs des Congolais. Le Congolais veut voir son argent chaque soir. C'est-à-dire, il a acheté pour $1000, il faut que le soir, il voit 1100. C'est-à-dire, j'ai fait entrer 100. C'est ça le Congolais. Donc, il fait un commerce du cash. Mais les Congolais ne savent pas faire un commerce sur le long terme. C'est-à-dire, si j'investis $1 million, à la 5e année, je vais commencer à avoir les retours sur l'investissement. Mais c'est pour ça qu'on a introduit des programmes, notamment de cours d'entrepreneuriat, voilà, dans les cursus universitaires, mais aussi au niveau des humanités. Exactement. Donc, nous devons vraiment de temps en temps sensibiliser l'opinion congolaise pour permettre à l'entrepreneuriat congolais de commencer à investir sur le long terme. Les histoires d'aller à Dubaï avec une marchandise de $10 000, vous arrivez, vous vendez, vous avez 10 100. Oui, 10 200. Donc vous voyez votre argent cash à la main. J'ai gagné 2 200, j'envoie encore en Chine, j'achète la marchandise 10 300. Donc j'ai gagné encore 100 de plus. Non, ça ne développe pas un pays. Investissez-vous dans des projets comme celui de l'agriculture. Vous allez donner la nourriture aux Congolais. Mais si vous nourrissez 100 millions de Congolais chaque jour, mais vous avez des millions chaque jour. Mais pourquoi on pense qu'on doit seulement commercer avec les pantalons, les ceci? Nous allons créer les emplois chez les autres et nous crions que le gouvernement ne nous donne pas d'emploi. Parce que lorsque nous importons des biens, c'est que nous sommes en train d'aller créer les emplois chez les autres. On est en train d'aller créer la richesse chez les autres et on crie derrière le gouvernement que le gouvernement ne fait rien. Il n'y a aucun gouvernement qui devient commerçant. Le gouvernement soutient les opérateurs économiques à créer l'activité économique. Et donc, je voudrais sensibiliser à travers cette tribune
les opérateurs économiques congolais à s'intéresser à l'investissement à moyen et à long terme. Le court terme, laisser ça aux start-up, c'est-à-dire ceux qui commencent. Mais au moins, les grands opérateurs économiques, s'ils ont besoin de l'appui du gouvernement, des subventions du gouvernement, nous sommes là pour faire les plaidoyers. Alors, mais comment nous allons bénéficier de la Goa? Il sera bientôt mis en place le comité national à Goa. Je pense qu'on va même mettre la presse comme partie prenante dans le comité national à Goa pour qu'ensemble nous puissions préparer cet événement. C'est un grand événement qui va créer la visibilité de la République démocratique du Congo, qui va créer la lisibilité de la RDC. Beaucoup de gens se disent, mais vous allez dépenser encore 1 million, 2 millions pour organiser un forum, vous ne faites que des forums. En fait, tous les États du monde, pour qu'ils bénéficient de l'attention internationale, ils ont commencé par construire leur image. C'est comme ça que vous voyez des États dépenser pour mettre un écrit sur une varèse d'une équipe européenne, ce n'est pas moins de 20 millions de dollars. Ce n'est pas par la beauté de cette équipe, non, c'est pour que chacun voit ça. Et ça demande de l'argent. Alors quand on organise un forum comme ça, la Chambre du commerce des États-Unis que j'ai reçue à Washington va se déployer ici à Kinshasa pour rencontrer les homologues opérateurs économiques et échanger sur les opportunités d'affaires qu'on peut avoir avec les États-Unis. Mais c'est cette tribune-là qui devient la vitrine par excellence pour permettre aux opérateurs économiques américains d'être branchés sur les opérateurs économiques congolais et de commencer les affaires. Donc je crois que c'est des choses que nous devons régulièrement échanger avec l'opinion pour que quand on va encore apprendre que le forum a coûté 1 million, 2 millions, c'est dans les réseaux sociaux où les gens sont en train de spéculer. Finalement, je me pose la question, les Congolais veulent quel type de dirigeants? Parce que même quand on est en train de mettre en place des structures de planification, on dit non, non, nous voulons, on n'a pas encore rien. Mais c'est pour ça que nous faisons le travail nous parlons justement du nouveau narratif et bientôt nous parlons de ce qu'on va appeler la nation building. C'est pour ça qu'on a lancé la campagne Tout pour la patrie, parce que nous devons nous réapproprier d'abord nous-mêmes Congolais les enjeux, la compréhension de l'histoire et des défis de notre pays qui ne sont pas les défis du seul gouvernement, qui sont des défis collectifs, mais ensuite voir quelle est l'image que nous donnons à l'extérieur. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez conclure avec les questions? Merci Madame Rachel, vous avez posé la question de la qualité. Je dois vous rassurer que l'OCC au stade actuel est en train de contrôler la qualité, mais ce n'est pas encore suffisant. Voilà pourquoi nous avons mis dans notre feuille de route la construction de laboratoires, pas seulement microbiologiques, chimiques, techniques, mais des laboratoires aussi miniers. Est-ce que savez-vous que lorsque nous exportons le cuivre, lorsque nous exportons le cobalt, il ne va pas seul. Il va avec des produits connexes qui lui sont associés. Et c'est comme ça que tous ces off-takers, tous les acheteurs finaux, ils préfèrent amener nos matières premières brutes, parce que ça, quand ça arrive chez eux, ils ont des laboratoires de séparation de ces matières avec d'autres. Et ils gagnent 1 milliard. Nous, on peut voir qu'on a exporté seulement le cuivre ou le cobalt, ou je ne sais pas, la cassitérite ou le coltan, alors qu'il y a 16 minéraux associés au minerai principal que nous, on ne sait pas voir à l'œil nu. Voilà pourquoi, dans notre programme, nous devons construire des laboratoires ultra-modernes pour nous permettre de faire la séparation de nos minéraux exportés avec les particules qui leur sont associées et gagner suffisamment. Donc c'est des projets comme ça que nous avons au niveau du ministère du Commerce. Et donc la qualité est sauvegardée. Les produits de la Goa, j'ai déjà répondu. Les infrastructures, j'ai déjà répondu. Pepsi. Bon, je ne veux pas être le marketeur de Pepsi. Il faut lui laisser venir payer la RTNC pour qu'il commence à parler de lui-même. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une campagne de SAP qui est faite lorsqu'il y a un nouveau produit qui arrive sur le marché. C'est tout à fait normal, c'est la concurrence. Et on ne peut pas investir autant de millions pour produire des choses qui vont faire mal à la population. Ces produits ont été certifiés. Pepsi est coté en bourse. Ce n'est pas une entreprise qui se recherche lorsqu'il arrive ici en RDC. Il est coté en bourse. Ça veut dire qu'il ne peut pas livrer à l'opinion des produits toxiques. Sinon, on va lui retirer la cotation et ça va lui être très 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 grave. Donc c'est des pratiques qui sont normales dans le commerce ou quand on voit un nouveau produit. Parce qu'en fait, ceux qui ont fait le marketing savent que
la propension de la population tend à aller vers les nouveaux produits pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, quand la propension penche vers les nouveaux produits, ça va créer quand même une sorte de déficit dans les anciens produits. Dans les premiers moments, les gens vont avoir tendance à aller voir mais comment ça goûte. C'est une technique de marketing. La propension à rechercher les nouveaux produits, la propension à découvrir. Mais les gens qui sont en train de dire c'est différent. Mais Pepsi, la dernière production ici de Mirinda, date de 1997. Mais il y a beaucoup qui prennent Pepsi qui n'étaient pas là en 1997. Comment ils sentent que c'est nouveau? Monsieur le ministre, on va terminer. Cet exercice de redevabilité. Peut-être en 30 secondes, peut-être qu'il faut dire un mot en swahili pour tous les compatriotes qui ont bénéficié justement de ces commerces qui se faisaient avec la Zambie que vous avez prohibés. Kwa wandugu wa Katanga, wandugu wa Beni, Butembo, Ituri, Bukavu, Kisangani na sehemu zote, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatumainia kuwasaidia ili mfanye biashara ambayo si biashara haramu. Na sisi kama serikali hatuwezi kukubali kuweza kuua kazi ambayo mnayofanya kwa sababu vifaa vinaingia kutoka nje. Kuna wafanyabiashara na nchi zinazotuzunguka ambazo kazi yao ni kutafuta kuua biashara inayofanyika ndani ya nchi ya kwetu. Sisi kama serikali tuna mipango ya kuwasaidia ili mfanye biashara mkiwa na uhakika ya kwamba serikali inawapatia sapoti yote ili mkongomani yoyote ambaye atafanya biashara hapa aifanye na apate faida kama kawaida. Kama tumekamata mipango ya kuzuia vitu fulani fulani visiingie nchini mwetu, sio kutesa raia, lakini ni kuwasukuma nyinyi pia wakongomani mfanye ile kazi. Kwa sababu vipi tutakuwa tukitosha vitu nje, ijapokuwa na sisi tuna ile mali ambayo tunaweza tukasaidia ili itupatie vile vile vitu ambavyo tunavitosha nje. Kwa hiyo watu wasiwaze ya kwamba serikali inawatesa, lakini serikali inapenda kusukuma wakongomani waweze pia kujiingiza katika kazi ya maendeleo, kazi ya viwanda, ili na sisi tuanze kupeleka vitu kutoka Kongo hadi nchi za kigeni kuliko kuleta vitu kutoka nchi za kigeni hadi nchi ya kwetu. Asanteni sana. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On ne saura terminer ces briefings sans revenir sur l'événement auquel nous avons assisté cet après-midi, l'octroi de bourse Excellencia à l'initiative de la très distinguée Première Dame en présence du Président de la République, où nous avons vu des jeunes Congolais, comment ils étudient à l'étranger, qui reviennent avec des compétences. C'est une initiative à saluer parce que ce sont les jeunes sur qui nous comptons pour construire l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Merci à vous, Monsieur le Ministre du Commerce extérieur, et que vos anges gardiens vous protègent. Bonne soirée chez vous. Merci.